Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, interdiction des différentes manifestations. C'est une violation d'un droit constitutionnel fondamental. C'est ce qu'a déclaré Aminata Touré lors de l'entretien spécial face aux rédactions de E-Média sur l'arrêté préfectoral interdisant le rassemblement du F24. Mimi Touré qualifie ces arguments de fallacieux et susceptibles d'attiser les tensions dans le pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Ce 21 juillet, journée mondiale de la malbouffe, dans un contexte où les fast-foods tablés dans les rues communément appelées Tangana pullulent dans la capitale, la malbouffe ne semble plus être un tabou dans la société actuelle. Le reportage d'Aïssatou Kane à suivre dans ce journal. Dans notre rubrique culture de ce soir, la 11e édition du Salon national des arts visuels à l'honneur, rythmée par des expositions entre la Galerie nationale et le centre culturel Blaise Senghor. Mamadou Dian nous fera découvrir les jeunes révélations de l'art africain contemporain. Un moment également de familiariser les tout-petits avec les arts visuels. À suivre en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. En exclusivité, Aminata Touré, l'ancien ministre de la Justice, a vivement critiqué les récentes interdictions de manifestations, les qualifiant de violation d'un droit constitutionnel fondamental, alors que le dernier arrêté préfectoral interdit la tenue de la manifestation de la plateforme F24. Mimi Touré a dénoncé les restrictions en les qualifiant d'arguments fallacieux susceptibles d'attiser les tensions dans ce pays. Elle était l'invitée de l'entretien spécial intitulé Face aux rédactions de E-Média. Écoutons. Si arrêté préfectoral, aussi dama koy condamner. Il faut que le président aussi Macky Sall xamné c'est pas parce que néna dotul def troisième mandat que liberté démocratique waratul la am. Je condamne l'arrêt préfectoral. Il faut que le président de la République sache que ce n'est pas qu'il ne va pas se présenter à l'élection présidentielle de février 2024 qu'il n'y aura plus de liberté démocratique. Le droit de manifester pacifiquement est un droit reconnu par la Constitution. C'est la Constitution qui donne cette possibilité aux citoyens. Le préfet ne doit pas se substituer à la Constitution alors. Que ça cesse, c'est trop facile. Sur une phrase, il tire un trait sur ce qui nous revient de droit. Il n'y a aucun trouble à l'ordre public. F24 a organisé récemment un rassemblement et tout le monde est rentré tranquillement. C'est en interdisant qu'il crée des frustrations. Et il faut aussi libérer ces jeunes qui croupissent en prison. Notre responsable à Tamba est en prison. La liste est longue et plus de 500 jeunes. Ceci ne baisse pas les tensions. Nous savons manifester pacifiquement. Le préfet n'a aucun droit d'interdire systématiquement les manifestations. C'est une violation des droits citoyens. Le préfet systématiquement dit interdire. Voilà le fan lañ ko def. Lolu violation au droit des citoyens là. D'accord. Lolu day indi tension ci réew. Na bayyi nit ñi mëna def sen rassemblement. Également dans l'actualité, en collaboration avec le Forum civil, la Convention des jeunes reporters a tenu à Saly un atelier de renforcement de capacité à l'attention des journalistes sur la mobilisation des ressources financières et les flux financiers illicites. Les précisions de Migui Maram Ndiaye, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, au micro de Muntaga Kane. Nous venons de boucler 2 ateliers de formation. Des ateliers que nous avons eu à organiser en collaboration avec notre partenaire, le Forum civil, sur la mobilisation des ressources financières, mais également sur les flux financiers illicites. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas une surprise. La Convention, qui est une structure qui a été créée en 2004, a pour mission la formation continue et la formation initiale. Donc, la formation initiale, c'est ce qui se fait à l'école. La formation continue, quand le monde évolue, nous devons évoluer avec. Et au quotidien, nous recevons des communiqués du Forum civil. Nous recevons des communiqués également de la Direction des impôts et domaines qui parlent certainement des aspects liés aux ressources financières. Mais nous, on se limitait tout simplement à donner comme information tout ce qui se trouve dans le communiqué, mais on ne pouvait pas aller au-delà. Alors que cette formation nous a permis maintenant d'avoir toutes les informations relatives à la mobilisation des ressources financières, la gouvernance également fiscale, les conventions qui ont été signées entre l'État du Sénégal et les autres pays,
Et au sortir maintenant de cet atelier, c'est à nous d'aller sur le terrain, de faire un travail d'investigation pour mieux informer la population. Et justement, le président du Forum civil a saisi l'occasion pour annoncer qu'au Sénégal, la redevabilité laisse à désirer. Il soutient aussi que la RMP est neutralisée par l'État. Il s'est toutefois réjoui de la mise sur pied d'un pool judiciaire financier qui a pour rôle de renforcer la CREI qui est loin d'être morte selon Birahim Seck. C'est un compte-rendu de Muntaga Kane. En marge des travaux de cet atelier organisé par la Convention des jeunes reporters, le président du Forum civil a annoncé que la redevabilité pose problème au Sénégal. Et que le président de la République n'a pas encore levé le coude. Je le dis parce que déjà il y a la Cour des comptes qui nous doit des rapports depuis 2021. Donc la redevabilité n'est pas de mise au niveau du Sénégal. La même chose également pour l'inspection générale des finances. Sans compter également la domestication ou la neutralisation de l'organe chargé de contrôler la passation des marchés publics qui est logé au niveau de la présidence de la République, pour ne pas le nommer la RMP. Il s'érige en faux contre ceux qui déclarent que la CREI est morte. Donc contrairement à l'information qui est véhiculée que la CREI est morte, en réalité la CREI n'est pas morte. À l'article 677-94, sixièmement, vous y trouverez le délit d'enrichissement illicite, donc qui est de la compétence aujourd'hui du pôle judiciaire financier. Il s'est félicité de la mise en place d'un pôle judiciaire financier qui est une continuité de la CREI. Aujourd'hui, au-delà d'un parquet national financier, nous avons un pôle judiciaire en son sein est composé non seulement du parquet national financier qui a une compétence nationale, d'une chambre de jugement, d'un pôle ou bien d'un collectif de juges d'instruction, d'une chambre d'appel, en réalité qu'il s'agit d'une réponse aux critiques qui ont été portées contre la CREI du fait qu'il y avait une absence d'un système de double juridiction. Birahim Seck, qui a déclaré qu'au Sénégal, les mécanismes de mobilisation des ressources ne sont pas très transparents, demande à la Direction générale des impôts et domaines d'apporter des éclaircissements sur le fait que les contribuables paient plus d'impôts que les entreprises. Des opérateurs économiques et des entreprises sont sensibilisés sur les opportunités qui sont offertes par le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO afin qu'ils puissent en bénéficier. Parmi ces opportunités, la possibilité de trouver des produits fabriqués dans la région de Louga, dans les supermarchés des autres pays de la CEDEAO. Voici les explications d'Ousmane Sanyegui Loum, coordonnateur adjoint Bureau national CEDEAO au ministère des Affaires étrangères. Il est au micro de Sékou Diallo. Ce schéma est un instrument créé par l'organisation sous-régionale et qui a pour vocation de promouvoir l'intégration des États, mais également le commerce entre les différents États membres. Et le constat est que les opérateurs économiques et les entreprises, qui sont les principaux cibles de ce schéma, n'ont pas toutes les informations relatives à cet instrument. C'est la raison pour laquelle le Bureau national CEDEAO et l'ensemble de ses partenaires ont initié des activités de vulgarisation dans toutes les régions du Sénégal. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à Louga pour essayer d'accompagner ces entreprises-là afin que demain, on puisse retrouver des produits qui sont fabriqués ici à Louga, dans un supermarché à Lagos, dans un supermarché à Bissau, dans un supermarché à Banjul ou bien dans un autre pays de l'espace CEDEAO. Nous avons l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie, nous avons le ministère du commerce, nous avons le ministère de l'économie, nous avons le ministère des finances. Donc toutes les structures dont les opérateurs économiques et les entreprises peuvent avoir besoin pour se formaliser sont ici présents. Le Sénégal, c'est 17 millions de consommateurs, mais l'espace CEDEAO, c'est 400 millions de consommateurs. Donc tout naturellement, une entreprise comme SPI qui est ici à Louga, le fait de pouvoir accéder à un marché de 400 millions de consommateurs va générer beaucoup plus, un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Naturellement, les entreprises qui sont dans la région de Louga ont peut-être la possibilité d'accéder à ces marchés. Mais ce schéma va se constituer en un bonus qui va leur permettre de plus accéder, d'avoir toutes les informations, de savoir quelles sont les facilités qu'ils peuvent avoir à travers ce schéma.
Mouvement d'humeur dans le secteur du transport. Les travailleurs des bus Tata envisagent d'aller en grève. Ce lundi, le collectif dénonce les mauvaises conditions de travail. Une information que demain, le premier vice-président de AFTU, Ndongo Fall, promet que les bus Tata vont assurer le service et que la direction n'a pour le moment pas reçu de préavis du collectif. Il est au micro de Fatimata Bintouba. Le lundi, Inch'Allah, nous serons au travail. Nous sommes en train de nous concerter pour mieux en parler. Ils demandent des augmentations de salaire et des contrats de travail. Parmi ces doléances-là, il y a des doléances que les transporteurs avaient totalement épongées. Concernant les contrats de travail, je ne dis pas que tout le monde a des contrats de travail. La majeure partie a des contrats de travail. L'augmentation de salaire, ça se fait au niveau de l'inspection. Nous avons un barème exact sur lequel nous travaillons. Donc là, je pense que nous sommes en règle. Et à ma grande surprise, j'ai appris que la personne qui avait déclaré la grève dans les radios ne travaille plus sur AFTU. Ça fait plus de 5 ans qu'il ne travaille plus sur AFTU. Parlons à présent des conditions de transport dans ces bus Tata. Une situation alarmante. Les usagers s'en plaignent et demandent à ce que des mesures soient prises, surtout en cette période de canicule. Le reportage est signé Nyanya Djoufnian. Au rond-point Sam, c'est la course entre car rapide et bus Tata pour trouver des clients. À l'arrêt, des clients attendent le bus pour se rendre dans leur lieu de travail, d'autres pour faire des courses. Ce monsieur qui prend le bus pour aller travailler déplore, lui, les conditions à l'intérieur et de l'indiscipline de certains chauffeurs. Moi, en tant que client, je pense que c'est moi qui devais aller en grève plutôt que ceux qui disposent des bus, en fait. Parce que on n'est pas dans les très bonnes conditions. Les prix, ils augmentent à leur aise sans nous consulter. Et voilà quoi, il y a l'insalubrité à l'intérieur des bus. Le matin, tu entres, c'est très sale, tu vois. Il y a les chauffeurs également aussi qui conduisent comme ils le sentent, sans prendre en considération notre ressenti. Et c'est très difficile, hein. C'est très très incompréhensible en fait, cette décision. Cette dame parle du nombre pléthorique dans les bus Tata. C'est trop serré et cette situation est vraiment insupportable, surtout la ligne 36. En cette période de chaleur, il y a beaucoup de personnes qui font des malaises dans les bus. La chaleur dans les bus reste encore plus compliquée pour les mères de famille, se désole cette maman. C'est aussi très dur pour nous les mamans qui prenons les bus avec nos enfants. Parfois, il y a des gens compréhensifs qui te laissent leur place, parfois non. C'est compliqué, mais nous espérons un changement quand même. Les bus Tata décrètent une grève de 72 heures à partir du lundi 24. Les usagers trouvent la décision anormale, tant la hausse des prix et les mauvaises conditions de transport les indisposent. Et je vous l'annonçais tantôt, ce 21 juillet marque la journée mondiale de la malbouffe, occasion de réfléchir sur l'impact des fast-foods et des tablés dans les rues, plus connus sous le nom de Tangana. À Fas, par exemple, de nombreuses personnes préfèrent se nourrir rapidement et commodément en optant pour la restauration rapide malgré les préoccupations liées à la malbouffe. C'est un reportage signé Aïssatou Kane et Barasso. À Fas, des établissements de restauration rapide et des stands de nourriture de rue sont disséminés dans tout le quartier. Au sein de cette débiterie house, la soupe, les brochettes de viande et de poulet sont préparées en plein air et exposées dans l'espace public. Pourtant, la préparation a conquis des palais, confie le gérant. Je vends des brochettes. Nos clients viennent à tout moment. Ils achètent tout ce que je vends. Beaucoup choisissent la restauration rapide en raison de son coût abordable, renseigne Massila. Maintenant, nombreux sont ceux qui mangent la nourriture de la rue car la vie coûte cher alors que ça manque de propreté. En train de manger son plat dans un fast-food, cet homme ne considère en rien les burgers et shawarma comme une malbouffe. Fast food veut dire nourriture
rapide. Les gens l'achètent pour gagner du temps et nous, on fait la promotion de la qualité et non de la quantité. C'est juste que tout excès est nuisible, mais le fast-food n'est pas de la malbouffe. Je ne pense pas que c'est malbouffe là ou pas. À quelques pâtés de maison, un tangana peu attrayant n'a pas encore ouvert. Des spaghettis et des pommes de terre sont découverts et peu engageants, de la malbouffe qui n'enchante pas ce mécanicien. Je n'ai pas confiance aux forochaya. Nous ne savons pas d'où viennent leurs viandes. Les tangana aussi peuvent entraîner des maladies. Les gens aiment, mais franchement, moi je ne préfère pas. Moi je préfère les éviter. La journée mondiale de la malbouffe est l'occasion idéale pour réfléchir sur notre rapport avec l'alimentation rapide et malsaine. Autre actualité dans cette édition, un lot de matériel destiné à la lutte contre les inondations a été réceptionné par la ville de Thiès. Ce matériel vise à aider les différentes communes d'arrondissement de la capitale du rail à faire face aux inondations. Du matériel a aussi été remis aux sapeurs-pompiers et agents du service d'hygiène. Voici les explications du maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, au micro d'Isidore Alexandre Sen. Pré-hivernage, cette année aussi nous avons voulu reconduire donc le même schéma. D'abord le curage est important parce que l'année dernière nous avons vu les résultats du curage. Nous avons voulu cette année-ci aussi reconduire ce curage avec l'ONAS, avec les communes d'arrondissement. ONAS prend une partie, les communes aussi prennent une partie de ce curage et la ville de Thiès. Et donc nous avons commencé cette opération de curage depuis un mois. À côté donc, du curage, donc, nous avons aussi acheté des motopompes avec leurs accessoires pour appuyer évidemment la brigade des sapeurs-pompiers, mais à côté des sapeurs-pompiers aussi, nous allons avoir une équipe mobile qui pourra être à côté des populations pour aider les populations au moment donc, des inondations. Mais aussi nous avons voulu appuyer le service d'hygiène avec du matériel phytosanitaire donc pour faire le saupoudrage. Vous avez vu tout à l'heure donc le chef de service lui ce matériel, c'est du bon matériel et donc nous avons acheté aussi les produits qui vont aussi avec ce matériel. Nous avons donc aussi à côté de ça prévu de faire une opération de désensablement. Thiénaba, la cité religieuse confrontée depuis quelques années à un problème d'approvisionnement en eau suite à l'appel du Khalif aux autorités. Des équipes du ministre de tutelle ont pris à bras le corps cette problématique, notamment le fort qui annonce une solution avant le Maulid prochain. Promesse faite ce matin à Thiénaba plutôt lors d'une visite du directeur général de l'Office des forages ruraux, Isidore Alexandre Sen pour le compte rendu. Une étude de la situation a permis aux autorités de relever un potentiel important de réserve en eau à Thiénaba malgré la profondeur de la nappe. Une nappe dont la puissance est à peu près de 200 mètres, 200 mètres d'eau. Le niveau piézométrique est très haut. Donc c'est vrai que depuis 25 ans nous suivons la zone et nous avons sur les 200 mètres de puissance d'eau à peu près une vingtaine de mètres seulement de baisse. Cela ne veut pas dire que c'est vrai qu'il y a une bonne puissance en eau, mais comme les besoins augmentent avec les générations futures également, nous avons une politique d'économie de cette réserve d'eau qui est le maastrichtien. Avant le Maulid prochain, Thiénaba devra connaître une amélioration considérable de son approvisionnement en eau. Instruction du ministre de l'eau et de l'assainissement, à travers le président de la République du Sénégal, nous avait demandé de faire une mission conjointe entre la DGPRE et l'OFOR en tant que structure de solution donc sur un problème récurrent au niveau de Thiénaba. Il nous a instruit, et c'est une directive que va respecter le directeur des travaux, de faire un forage de grand débit. Au-delà, c'est tout le pays qui va être doté de dizaines de forages dans les mois à venir. Celui de faire un gros château d'eau, au minimum qui sera de 500 mètres cubes. Et ça, si vous voyez ici, on a un gros forage qui vient augmenter le débit d'eau. Avec un gros château d'eau, il faudra mettre des extensions. Donc en ce moment-là aussi, il y a un grand projet
d'extension. Au nom du khalife général de Thiénaba, le maire a dit toute la reconnaissance de la ville religieuse à l'endroit du chef de l'État qui est en train, à travers ses services, de déployer les moyens pour régler la problématique de l'eau dans cette partie du département de Thiès. Dans la fenêtre culture de ce soir, c'est parti pour la 11e édition du Salon national des arts visuels. L'événement se déroule entre la Galerie nationale et le Centre culturel Blaise Senghor. Justement, le Centre culturel Blaise Senghor qui accueille l'exposition dénommée Jeunes Révélations. Elle est dédiée aux jeunes artistes. Ce salon, c'est aussi un événement plaisant pour les tout-petits en cette période de vacances scolaires. Le reportage est signé Mamadou Dian et Augustin Manda. L'exposition dénommée Révélation de la 11e édition du Salon national des arts visuels est installée au Centre culturel Blaise Senghor, des bustes de jeunes créateurs. Nous avons ici au niveau de Blaise Senghor l'exposition dénommée Révélation, donc qui prend la jeune création, mais jeunes par l'âge, mais aussi jeunes par la création. Donc ce sont ces tableaux d'artistes venus d'un peu partout du Sénégal, donc qui ont dû exposer ici à Blaise Senghor. Donc c'est une exposition riche, variée, mais qui concerne exclusivement les jeunes. Des tableaux, des installations et de la photographie, une exposition diversifiée au Blaise Senghor. Ce salon, une visibilité pour les professionnels des arts visuels, mais aussi une occasion pour les artistes en herbe de montrer de quoi ils sont capables. C'est de permettre aux artistes de se donner de la visibilité, voilà, de permettre à ces artistes d'être en contact avec les communautés, mais aussi avec les gens qui sont férus d'art, mais pour pouvoir un peu aussi vendre leur talent, mais vendre leurs œuvres, permettre à ce que ces jeunes qui sont sortis de l'école nationale, d'autres qui se sont formés sur le tas, de pouvoir montrer au monde, mais surtout aux Sénégalais, de quoi ils sont capables, permettre à ces gens de pouvoir vendre leurs œuvres et vivre de leur art de manière ramassée. C'est de montrer le travail, moi, à mon humble avis, de nos artistes. Parce qu'il est important aussi de savoir que l'art visuel, c'est quand même un art très développé en Afrique, un art très développé ici au Sénégal, et que je pense que ce n'est pas vraiment vulgarisé. Et c'est dommage. Une aubaine aussi pour les Sénégalais d'apprécier le talent des artistes, surtout en cette période des vacances, un endroit à choisir pour les enfants. Je pense que ceux qui me connaissent le savent, l'art visuel m'intéresse énormément et je pense qu'il est important que les Sénégalais sachent un tout petit peu tout ce qui se passe à ce niveau-là, parce que vous avez des choses extraordinaires et des artistes très très talentueux qui exposent présentement. Rappelez que c'est gratuit, qu'il faut venir voir, et même pendant les vacances, nous sommes en vacances, y amener les enfants, c'est important. Une cinquantaine d'artistes accrochent leurs œuvres au mur du Centre culturel Blaise Senghor. Les passionnés de l'art visuel ont un mois pour les contempler. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.